Alors, les amis, nous allons aujourd'hui parler du dernier film de Ridley Scott, Napoléon, dont vous avez peut-être un peu entendu parler, et on va parler également de toute la critique autour. Bon, je vous ferai pas le force d'un pitch, hein, c'est juste l'histoire d'un gars qui s'appelle Napoléon. C'est avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, on en reparlera, et Rupert Everett. Bon, globalement, on peut le dire, la critique française démonte à peu près le film dans sa globalité, film qui d'ailleurs connaît un très gros succès en France malgré tout. Alors cette critique se divise en trois catégories, hein. Ceux qui trouvent que historiquement le film est un grand ramassis de n'importe quoi, la critique qui trouve que Ridley Scott ridiculise Napoléon, et dernière partie, la critique qui trouve que le film est plat et n'a aucune vision, aucun angle concernant le fameux personnage. Bon. Commençons par la première catégorie. Alors ceux qui trouvent que le film est historiquement une suite d'inepties. Bon, pas exagéré, mais oui, évidemment, le film contient un paquet de raccourcis scénaristiques, des inexactitudes, effectivement, notamment, qu'on voyait déjà dans la bande-annonce, hein, Napoléon assistant à la décapitation de Marie-Antoinette, entre autres, et puis plein d'autres choses. Bon, maintenant on va être clair, voilà, je ne suis pas historien, donc personnellement, ce manque d'exactitude, je m'en bats les reins, pour rester poli. Voilà. Au même titre qu'effectivement, quand j'ai vu le Braveheart de Mel Gibson, j'ai eu vent après d'un paquet d'inexactitudes, excusez-moi, historiques concernant également le film de Mel Gibson. Bon, tout le monde s'en fout aujourd'hui, même les Écossais quand même, qui sont concernés en premier lieu, et qui projettent régulièrement le film sur les façades du château d'Édimbourg, vous voyez, donc aujourd'hui, c'est un film dont ils estiment représentatif effectivement de leur culture, même si le film raconte souvent n'importe quoi. Bon, la différence c'est qu'effectivement Braveheart est à la gloire d'un personnage historique et vraiment est dédié à l'héroïsme de William Wallace. Bon, le Napoléon de Ridley Scott ne fait pas dans la géographie, loin de là. Mais voilà, il a répondu clairement à tous ces hystériens en leur disant « Allez vous acheter une vie ». Ça l'a un peu gonflé qu'on aille scruter au microscope les détails de son scénario, du scénario de David Scarpa, scénariste avec lequel il a déjà collaboré sur Tout l'argent du monde, en 2017, sur l'affaire Paul Getty. Donc voilà, clairement, il nous dit « L'exactitude historique, je m'en fous, moi je fais du cinéma, dont acte ». Bon. Ensuite, on a la catégorie des gens qui trouvent que le film ridiculise Napoléon. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que le film n'est pas flatteur vis-à-vis de lui, mais se contente en fait de le ramener à hauteur d'homme. Par des scènes où, au final, on peut se dire c'est juste un homme. Je prends l'exemple du siège de Toulon, enfin de l'attaque, effectivement... du port de Toulon en pleine nuit, c'est la première bataille, c'est la bataille qui va faire Napoléon, et juste avant le début de l'attaque, on voit un Napoléon un peu tremblant, pas sûr de lui, qui psalmodie une espèce de truc pour se rassurer. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit qu'est-ce qui lui arrive ? Il lui arrive juste, passez-moi l'expression, qu'il se chie dessus. Donc, comme effectivement la plupart d'entre nous le feraient. Bon, Ridley Scott montre ça, effectivement. Il montre aussi un personnage qui est en train de culbuter Joséphine, mais qui n'est pas à son avantage, qui n'est pas dans la classe américaine. Voilà. Et un personnage qui a un petit peu le melon, mais voilà, disons qu'il le ramène au ras des pâquerettes, ce qui n'a pas forcément plu effectivement à tous les fans de Max Gallo qui mettent le personnage sur un piédestal. Voilà. Et troisième catégorie, donc ceux qui trouvent qu'il n'y a pas d'angle. Là, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un angle dans le film, évidemment. C'est l'angle de Ridley Scott, qui nous dit en substance que le personnage, au final, n'est qu'un type qui a eu pas mal de chance, dont le génie militaire est largement à remettre en question, et qui se comporte quand même comme un gros rustre. Donc... c'est un angle, justement. Alors, c'est un angle qui nous déplaît, visiblement, majoritairement en France, mais c'est un angle. Voilà, c'est son choix. Bon, à partir de là, on a le droit d'aimer ou ne pas aimer le film, mais c'est son choix. Donc, il y a un angle très marqué, oui, qui est, on peut le dire, à charge, contre le personnage. Ce serait naïf de dire le contraire.
Et de même, certains reprochent au film d'être très axé sur Joséphine, bah ça c'est encore un angle, voilà. Le portrait d'un homme qui est complètement dingue de sa compagne et qui va effectivement faire des fois des choses totalement délirantes et totalement historiquement fausses, effectivement, alors qu'il est en campagne en Égypte, il apprend que sa compagne a peut-être un amant et il repart aussitôt pour vérifier. Bon, on est en Égypte, vous voyez le trajet, une question de plusieurs semaines pour retourner en France, j'imagine. Ça n'a jamais existé, mais voilà. Donc, voilà, il y a le film dérange, le film énerve, et c'est justement parce qu'il y a un angle qui est là. Voilà. Bon, alors, après tout ça, qu'est-ce qu'il reste? Un film. Un film de 2h38, comme vous l'avez tous vu, et qui, très franchement, est très divertissant, quoi. C'est-à-dire que grâce à toutes ces critiques négatives, j'ai été en salle en me disant, je vais voir une merde, ni plus ni moins, vraiment. Parce que y compris au niveau de l'avis des spectateurs que j'ai pu voir sur Allociné, hein, je crois qu'il y a que 2 étoiles pour les spectateurs, 2 étoiles pour la critique, généralement, ça sent pas très bon. Et ben écoutez, j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai trouvé effectivement, alors le film est un peu scolaire dans sa narration, voilà, par chapitre, date, événement, voilà, Révolution française, la terreur, la bataille d'Austerlitz, Waterloo, etc. C'est finalement un biopic classique dans la forme, dans le fond, moins, forcément. Mais voilà, ce qu'on pourra reprocher au film, c'est d'être peut-être sage dans son découpage et dans l'ordre chronologique des événements qu'il raconte. Voilà, là pour le coup, c'est très classique. Maintenant, écoutez, le film bénéficie quand même d'atouts majeurs. Les acteurs, alors la prestation de Joaquin Phoenix pourra désarçonner un peu dans le rôle, même si on retrouve un peu le côté un peu petit taureau un peu rustre, hein, qui a souvent été aussi dépeint par nos amis historiens. Et un personnage parfois effectivement insaisissable, mais quand même solidement campé, je trouve, par Joaquin Phoenix et son physique, quoi. Voilà, il a dû forcer un peu d'ailleurs, mais moi je trouve qu'il est tout à fait crédible. Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine, donc qui est pareil une fois de plus, hein, totalement à l'opposé de ce qu'était physiquement la vraie Joséphine, mais qui interprète solidement ce personnage dont on peut comprendre la fascination qu'elle exerce sur un Napoléon, très amoureux. Tahar Rahim, il est quasi inexistant dans le film, hein, je crois qu'on doit le voir à peu près 7-8 minutes, alors qu'il est effectivement en 3e position générique. On en reparlera, mais c'est probablement dû à cette histoire de version longue que Apple va bientôt diffuser. Et évidemment, on est quand même chez Ridley Scott, donc il y a un sens du grandiose, de l'épique qui est là. Alors, le film déjà est extrêmement luxueux en termes de reconstitution. Il est, d'après en tout cas ce que j'ai pu en lire, au niveau, que ce soit des décors et surtout des vêtements extrêmement fidèles à la réalité, pour le coup, oui. Et puis il y a le savoir-faire de Ridley Scott pour ce qui est de nous dépeindre des batailles monumentales. Voilà, c'est le meilleur aujourd'hui. À 86 ans, Ridley Scott, c'est le meilleur dans cet art-là, qui est de dépeindre des batailles homériques. Alors, il utilise évidemment des CGI, mais alors lui vraiment connaît son jouet à la perfection, parce que c'est quasi indétectable à l'écran, quoi. C'est le seul metteur en scène qui arrive à rendre indétectables ses effets spéciaux. Il a commencé à vraiment à fond utiliser la technique sur Gladiator, mais il n'a fait que progresser, quoi. Voilà. Alors il se dépeint lui-même comme un général qui sait parfaitement comment gérer ce genre de scène. Il a, d'après ce que j'ai lu, eu 300 figurants pour ce qui est des batailles. Alors ça peut sembler dérisoire par rapport à certains films des années 60-70 où on utilisait jusqu'à 30 000 figurants pour vraiment reconstituer les batailles dans l'intégralité. Donc lui, il jongle sur les deux technologies et je trouve que c'est visuellement très très impressionnant. De voir autant de monde à l'écran se foutre sur la gueule, c'est quand même assez incroyable. Donc, au final, on a effectivement peut-être affaire à un film trop sage dans la forme, très marqué dans son refus de porter Napoléon au nu, c'est peu de le dire, mais quand même assez spectaculaire. Voilà, je ne me suis pas emmerdé une seconde pendant ces 2h38.
Alors, on revient, je vais vous parler maintenant de la version longue. Alors, certains parlent de 4 heures, 4 heures et demie, j'ai pas encore réussi à avoir le fin mot de l'histoire. Bon, la version intégrale du film va être diffusée sur Apple, et là, je pense qu'on aura vraiment le vrai film. Voilà, ce qu'on aurait dû peut-être voir. Je le rappelle, Ridley Scott avait sorti sa version en vidéo, sa version Director's Cut de ce qui pour moi est son chef-d'œuvre, Kingdom of Heaven. Je l'avais vu en salle dans sa version cinéma de 2h30. Les 45 minutes qu'il a rajoutées après changent totalement le film. Voilà, on passe d'un film d'aventure plaisant mais assez bateau à un film qui a une ampleur et une ambition incroyable. Voilà. Là, et il y avait 45 minutes de film en plus. Là, imaginez s'il rajoute 2 heures. S'il rajoute 2 heures, alors ça ne changera pas, je pense, le fond du film, qui reste quand même anti-Napoléon, on va pas se mentir, mais je pense que ça mènera beaucoup plus de subtilité. Là, 2h38, je pense que l'angle du film est concentré, condensé, ce qui fait qu'effectivement le message manque peut-être de subtilité. Sur 4 heures ou 4h30, ça peut être une autre histoire. Donc quoi qu'il arrive, je suis sûr que cette version-là sera meilleure. Soyons clairs, voilà. Alors, revenons 2 secondes sur le positionnement de Ridley Scott par rapport au personnage. Voilà, est-ce que Ridley Scott a voulu faire son jeune, il a 86 ans aujourd'hui, est-ce qu'il a voulu montrer qu'il pouvait lui aussi délivrer un message woke? Je ne sais pas, le fait est qu'il a bien conscience, en tant qu'anglais, que le personnage aujourd'hui ne fait pas, est loin de faire l'unanimité, et de plus en plus le côté négatif dans l'opinion publique a tendance effectivement à augmenter. Bon, il y a une part de chauvinisme en France qui explique l'accueil du film. Napoléon, effectivement, a vécu ça nous fait quand même voilà, plus de 200 ans, et malgré effectivement les aspects critiquables du personnage, il y a des choses qu'il a apportées à la France qui sont encore aujourd'hui, je pense à l'organisation du pays, les départements, etc., le code civil. Donc il y a un tas de choses qui font que la France est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je pense que au-delà du chauvinisme de base, il y a quelque chose avec ce personnage qui est à la fois lointain et présent. C'est ce qui peut déranger certains spectateurs qui ont un peu de mal avec un film qui, en tout cas sur ces 2h38, a l'air d'être uniquement à charge. Je peux le comprendre, ça, effectivement. Bon, après, oui, je pense pas que la version de 4 heures viendra changer cette donne-là. Bon, à la fin du film, effectivement, il y a un bilan chiffré des morts dus aux batailles napoléoniennes, et ça se chiffre, ça dépasse largement le million. Donc oui, le message est là, effectivement. N'oublions pas que Napoléon était quand même un gros boucher. Bon, donc voilà, l'angle, il est là. Il nous plaît ou il ne plaît pas, mais c'est un angle également. Et il y a une scène très marquante, d'ailleurs, où j'entends quasiment la voix de Ridley Scott nous dire ce qu'il en pense. C'est une scène finale où Napoléon, donc prisonnier des Anglais, va être emmené sur l'île de Sainte-Hélène. Il est donc sur un bateau. Il y a des aspirants officiers, très jeunes, qui sont fascinés, qui viennent le voir dans sa cabine pour échanger avec lui, parce qu'ils sont fascinés malgré tout par cet ennemi, par ce grand chef militaire. Et là, effectivement, le personnage dit, bon, vous savez, moi c'est juste que j'ai un bon feeling pour savoir où placer mes canons, et en gros, le succès des batailles réside essentiellement là. Donc, même là-dessus, Ridley Scott nous laisse entendre que voilà, son génie militaire est discutable, alors que, bon, il a quand même mené plus de 61 batailles, qu'il a pour la plupart gagné, sauf la dernière. Donc voilà, on se plaint, effectivement, les historiens se plaignent qu'on ne voit pas dans le film le génie militaire de Napoléon, et c'est vrai, on ne voit que 2 batailles, je le rappelle, on voit la bataille d'Austerlitz et on voit la bataille de Waterloo, et celle de Waterloo d'ailleurs est montrée, alors certains trouvent aussi que ça en dit long sur la perception du personnage par côté anglais. Il y a un quart d'heure sur la bataille de Waterloo, et Austerlitz est torché en 5 minutes, c'est pas faux, mais une fois de plus, peut-être qu'on en verra plus dans la version longue. Mais voilà, l'angle est là, Ridley Scott n'est pas forcément entièrement fasciné par le personnage, il cherche un peu à le déboulonner, tout simplement en le montrant en tant qu'homme, un homme un peu rustre, peut-être parfois même un peu limité, mais qui a eu
visiblement beaucoup de chance, bon, c'est sa vision des choses. Voilà, sa défense, celle de Ridley Scott, reste la même. Allez vous faire foutre, je fais du film, je suis pas historien. Et effectivement, dans l'aspect cinéma est quand même clairement revendiqué par Ridley Scott, qui utilise des codes très cinématographiques. Je pense notamment à ces envois de boulets de canon, des boulets de canon qui explosent. Ça, on voit ça depuis qu'on est gamin dans les films historiques, alors qu'effectivement, les boulets de canon, a priori, n'explosaient pas. Voilà, il n'y a qu'un film un des rares films que j'ai vu qui montrait ça, c'est le The Patriot de Mel Gibson, où on voyait les dégâts faits par un boulet de canon qui traversait les lignes ennemies, sans exploser, mais qui fauchait des jambes, des membres, des têtes. Donc voilà, je résume. Le Napoléon de Ridley Scott est un bon film. Maintenant, en l'état, c'est peut-être juste une bande-annonce géante pour ce qui sera son chef-d'œuvre de 4h ou 4h30. Nous le verrons prochainement. Voilà les amis. Donc en l'état, n'écoutez pas trop quand même les critiques et allez vous faire une idée vous-même. Vous serez probablement agréablement surpris. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et pour une je sais pas quoi d'ailleurs, mais je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao!